Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé DDMRP et prévision des ventes, en quoi les prévisions sont-elles utiles dans une approche DDMRP. Je me présente, Julie Cazot, chargée de marketing pour Colibri. Pendant ce webinaire d'une trentaine de minutes, deux experts supply chain argumenteront l'intérêt d'utiliser les prévisions de vente dans une approche DDMRP. Comme vous le voyez à l'écran, le déroulé de la présentation sera le suivant. Après une courte présentation des intervenants et de leur société, nous verrons à quoi servent les prévisions et qu'est-ce que la démarche Demand Driven. Nos deux experts présents aujourd'hui vous expliqueront ensuite la valeur ajoutée des prévisions dans une entreprise Demand Driven et l'apport d'un outil de prévision. Nous conclurons avec des questions-réponses. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à utiliser la fonction Questions dans la console à gauche de votre écran. Vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons en fin de présentation d'ici 30 minutes du coup. Donc, avant de commencer cette présentation, je vais vous présenter rapidement nos deux intervenants pour ce webinaire d'aujourd'hui. Bernard Millon, qui est un senior consultant pour le cabinet Agilea, c'est un expert en DDMRP et il a eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets, dont il vous parlera sûrement. Mehdi Carab est l'expert supply chain de Colibri. Il a porté la conception fonctionnelle de la société jusqu'à sa première version commerciale et il est aujourd'hui en charge de porter l'offre en France ainsi que de mettre en œuvre les futures fonctionnalités. Je vais maintenant laisser la parole à Mehdi pour qu'il vous présente rapidement Colibri. Merci beaucoup Julie pour cette introduction. Bonjour à tous et merci d'être présents sur ce webinaire. Alors pour commencer ce thème assez intéressant, nous voulions vous parler rapidement de la solution Colibri pour la présenter pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. Colibri est une solution d'aide au supply chain management et là en l'occurrence plus particulièrement pour l'élaboration des prévisions. En quelques mots très rapidement, Colibri c'est une solution qui est disponible en mode SaaS. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce terme, ça signifie tout simplement Software as a Service, c'est-à-dire qu'on est sur un mode de distribution un petit peu analogue à ce que vous pouvez avoir avec votre box Internet ou votre téléphone portable, à savoir des paiements mensuels ou avec un engagement annuel. Donc, plus la nécessité d'acheter une solution, mais plutôt de la louer en fonction de votre utilisation. Nous sommes une solution 100% cloud, hébergée aujourd'hui dans le cloud de Microsoft Azure, avec qui nous avons un partenariat très fort. Nous étions une des premières solutions à prendre le virage du cloud. Et le groupe éditeur de la solution Colibri est le groupe Viséo. En quelques mots, Colibri, qu'est-ce que c'est? Puisque vous êtes peut-être familier avec des outils du marché. Donc, les 6 briques que vous voyez en haut à droite, ce sont nos promesses de valeur. Donc, aujourd'hui, l'écosystème des outils de prévision est assez fourni avec de nombreuses solutions qui sont toutes aussi développées en termes de fonctionnalités que de coûts. Donc, pour y voir un petit peu plus clair, je vous propose de voir rapidement les valeurs ajoutées de Colibri par rapport à cet écosystème. La première valeur, c'est l'accessibilité à tous les budgets. Nous sommes sur un mode de distribution qui est très flexible pour les clients. Il n'y a plus non plus de notion d'engagement puisque vous n'achetez plus les licences en propre et si vous pouvez arrêter l'utilisation de la solution avec un préavis, ce qui fait que voilà, l'outil peut être utilisé pendant une phase de montée en maturité, en attendant un rollout d'une autre solution. Donc, l'outil est également flexible dans son acquisition. Le côté collaboratif, et Bernard ne manquera pas de revenir là-dessus, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans un monde qui bouge beaucoup, qui est très changeant, les prévisions ne sont plus uniquement liées à un algorithme mathématique. La notion de collaboration devient importante quand on fait des prévisions. La prévision commerciale, les collaborateurs commerciaux, le marketing qui vient mettre en avant des événements publicitaires ou autres. Donc la collaboration est devenue un enjeu clé. L'outil Colibri n'est pas un outil qu'on va construire à partir de zéro. C'est un outil qui est pré-paramétré et qui se base sur les bonnes pratiques métiers avec un fort focus sur la partie intuitivité, ergonomie. Et enfin, la partie rapidité à mettre en place, on se rend compte qu'aujourd'hui, plus beaucoup d'industries veulent passer des jours, des mois, des semaines de mise en place de solutions. Donc, on est sur une approche agile et l'implémentation d'un outil comme Colibri prend en moyenne une quinzaine de jours de projet qui peuvent s'étaler entre 1 et 2 mois. Voilà pour la présentation succincte de Colibri. Merci Mehdi. Bernard, maintenant je te laisse peut-être nous présenter Agilea également. Très rapidement, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bernard Millian, je fais partie de l'équipe Agilea. Agilea est une équipe de conseil et formation en supply chain management, dont l'ADN est fortement
imprégné par la notion d'agilité, c'est-à-dire que l'on essaye d'accompagner les entreprises dans le développement de l'agilité de leur supply chain sous trois volets. Un volet conseil, accompagnement, un volet formation avec notamment toutes les formations de l'APIX et les formations du Demand Driven Institute pour permettre aux équipes de développer leurs compétences en matière de supply chain, et puis aussi un petit peu en matière de technologie avec des partenariats avec certains éditeurs de logiciels, en particulier des solutions spécialisées pour pouvoir mettre en place les tactiques Demand Driven MRP en liaison avec les ERP du marché ou les différents systèmes de GP qui peuvent être à l'œuvre dans les entreprises. Donc on est une petite équipe, mais qui a fortement investi sur l'expertise Demand Driven depuis 2014 et qui essaye de continuer à apprendre au fur et à mesure des projets et de développer son expertise. Je suis aussi formateur du Demand Driven Institute, donc une partie de la matière et de la documentation ou des messages que je vais vous passer ce matin sont directement liés au Demand Driven Institute, qui est l'organisme qui développe en fait la méthodologie des DMRP et les formations qui sont associées à cette méthodologie-là. Alors, il y a pas mal de points d'interrogation sur les prévisions et les prévisions dans le cadre des méthodologies des DMRP. Et pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, la question première qu'on doit se poser, c'est finalement quelle est la mission première d'une entreprise et quel est le principal enjeu pour les entreprises au XXIe siècle dans l'environnement actuel. L'environnement actuel, pour la plupart des entreprises, est de plus en plus complexe avec par exemple des portefeuilles de produits qui sont de plus en plus développés, de plus en plus de codes d'articles personnalisés. Un environnement aussi qui est de plus en plus concurrentiel. Dans un environnement de ce type-là, finalement, on se dit on est dans un monde qui est imprévisible. Donc, dans un monde imprévisible, finalement, quel est le rôle des prévisions? À quoi servent finalement des prévisions? Des prévisions, ça sert à prendre des décisions. Ça sert à anticiper et prendre des décisions. Et cette citation-là est assez intéressante. Quelle que soit la qualité et les efforts que l'on va mettre dans des études, des analyses et des prévisions, on n'échappera jamais au dilemme que toutes nos connaissances concernent le passé, mais que les décisions que nous devons prendre concernent l'avenir. Donc on est bien au cœur de la problématique, c'est prendre des décisions qui vont impliquer le futur de l'entreprise. Et dans la mesure où aujourd'hui les entreprises, l'enjeu des entreprises, c'est de savoir s'adapter à un environnement de plus en plus mouvant, quelles décisions pouvons-nous prendre de manière pertinente par rapport à des prévisions? Alors, qu'est-ce qu'on sait des prévisions? Ce qu'on sait des prévisions, c'est avant tout qu'elles sont fausses. Donc, tous les efforts et le métier de prévisionniste, clairement, dans une entreprise est un métier ingrat, ça veut dire se tromper. Ce que l'on sait aussi, c'est que plus on va faire des prévisions sur un horizon lointain, plus les prévisions vont être fausses, et plus on va faire des prévisions à un niveau détaillé, plus elles seront fausses. Et ceci ne va pas s'améliorer, ne va pas s'arranger. Pourquoi? Parce que la complexité des portefeuilles produits, la complexité des supply chains, la compétition qui prédomine sur le marché va continuer à se développer. Donc, si on espère améliorer la performance de nos entreprises sur la base d'une amélioration de la fiabilité des prévisions, on aura sans doute des difficultés parce que la réalité différera des prévisions. Aujourd'hui, des entreprises qui sont vraiment très, très, très bonnes, très efficaces dans leur processus de prévision, à un niveau code article et à un horizon du délai cumulé de réalisation de l'article, si on arrive à des taux de fiabilité de 70% ou de 80%, on est vraiment excellent. Et en même temps, un taux de fiabilité de prévision ou un taux de fiabilité d'un processus de 70 ou 80% ne serait pas franchement acceptable dans l'industrie. La question, c'est par rapport à un processus qui va nous donner une
fiabilité de 70 ou 80%, quel est le type de décision que je dois prendre et le type de décision que je ne dois pas prendre. Alors, pour faire une analogie un petit peu brutale, imaginons que vous soyez convié à un jeu de roulette russe. Ça veut dire que vous savez qu'il y a une balle dans le barillet de 6, donc si vous y réfléchissez, vous avez 83% à peu près, si j'ai bien fait mes calculs, 83% de chances de vous en tirer sans problème. Donc vous avez une fiabilité de 83%. C'est pas nécessairement pour autant que vous allez appuyer sur la gâchette. Donc l'analogie avec un processus de prévision, c'est de dire les prévisions sont utiles, mais attention à ne pas mal les utiliser et notamment, et ça c'est un point important dans la méthodologie DDMRP, attention à ne pas les utiliser directement pour générer des ordres d'approvisionnement, pour générer des ordres de fabrication, des ordres de distribution, des ordres d'achat, parce que si vous le faites, vous allez avoir un certain nombre d'effets néfastes que l'on connaît dans les entreprises aujourd'hui, des effets coup de fouet et des effets de stock mal équilibrés. Julie? Comme la réalité diffère des prévisions, il va falloir savoir mettre en place un mode de fonctionnement agile. Julie, je te laisse la parole. Oui, merci Bernard. Donc, merci pour cette introduction. Et pour rendre ce webinaire un peu plus interactif, je vous propose de répondre à une petite question pour un petit peu vous faire participer. Et donc, je vous propose de répondre à la question: utilisez-vous la méthodologie DDMRP? Oui, non, mais j'y pense, ou non, pas du tout. Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour répondre et on pourra ensuite regarder les résultats tous ensemble. Voilà, merci. J'ai l'impression que tout le monde a quasiment répondu. Ok, super. Et donc, je vais afficher les réponses. Voilà, donc on voit à l'écran qu'une majorité des personnes n'ont pas encore une méthodologie DDMRP, ne l'utilisent pas, mais y pensent. Donc Bernard, je pense que c'est une bonne transition pour te permettre de présenter un peu plus ce qu'est le DDMRP et du coup continuer ce webinaire. Merci Julie. Alors, l'enjeu c'est raconter des DMRP en 3 slides. Je crois qu'on va pas y arriver en vrai. Pour réellement rentrer dans la méthodologie, comprendre ce dont il s'agit, il y a un certain nombre de formations qui sont disponibles avec d'excellents formateurs, notamment Agilea, mais pas que, qui permettent de comprendre un peu mieux la méthodologie. Je vais juste donner quelques notions de base. D'abord, c'est une méthodologie qui est inclusive, c'est-à-dire que ce n'est pas une méthodologie qui va en opposition avec un certain nombre de bonnes pratiques que l'on connaît aujourd'hui. Dans des DMRP, on utilise certaines pratiques qui viennent du MRP, on utilise certaines pratiques qui viennent du Lean. On va, par exemple, piloter avec du management visuel des positions de stock que l'on gère en flux tiré. On va avoir des choses qui viennent de la théorie des contraintes, du Six Sigma, et puis un certain nombre d'innovations. Donc, c'est plus la mise en commun et l'harmonisation de bonnes pratiques qui ont pu être développées au fil des décennies que quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire. Et un certain nombre d'entre nous qui sommes dans l'industrie depuis un certain temps avons essayé de faire fonctionner de manière harmonieuse des flux tirés et des systèmes informatiques du MRP. On n'a pas toujours été très heureux dans ces démarches-là. Donc, je crois qu'un des bénéfices de la méthodologie des DMRP, c'est justement de permettre de faire ça de manière simple, intégrée et en liaison avec les systèmes d'information qui sont sur le marché. Julie. Alors, au cœur de DDMRP, on va utiliser notamment des buffers de stock. Alors, il n'y a pas que des buffers de stock dans un modèle opératoire DDMRP, mais on va focaliser un petit peu plus particulièrement là-dessus, qui est le côté le plus connu de la méthodologie DDMRP. Donc, chaque fois qu'on a des stocks qui sont gérés, on va gérer ces stocks et leur mode de réapprovisionnement par un système à 3 zones, des zones rouges, jaunes et vertes. Chaque produit ou chaque groupe de produits va faire l'objet d'un dimensionnement qui prend en compte la variabilité de la demande des appros, qui va prendre en compte les tailles de lots de réapprovisionnement, les minimums de commandes, les délais de réapprovisionnement et les notions de demande, de consommation moyenne jour.
Ce qui veut dire, quand on parle de consommation moyenne jour, qu'on est bien sur une notion de prévision, quel que soit le système de pilotage qu'on utilise. On utilise du Kanban, par exemple. Dans un modèle Kanban, il vous faut un takt time. Et le takt time, ce n'est plus ni moins qu'une forme de prévision. Quand on a défini un modèle de réapprovisionnement sur un article avec 3 zones, on va faire tous les jours, on va évaluer une équation qu'on appelle l'équation de flux disponible, qui prend en compte les stocks, les quantités en commande et une partie de la demande, ce que l'on va appeler la demande qualifiée. Si cette équation nous place dans la zone jaune ou rouge du buffer, on va recompléter pour remonter au top du verre et donc déclencher un réappro. Pour ceux qui sont familiers avec des mécanismes de Kanban, on est vraiment dans une logique de recomplétion qui est très similaire à un certain nombre de mécanismes Kanban. Ces buffers, ces systèmes à 3 zones sont évolutifs et dynamiques dans le temps, ce qui veut dire que l'on va recalculer au fil de l'eau, typiquement tous les jours, progressivement, les zones de buffer de manière à adapter l'évolution du stock à l'évolution de la demande. Et là, vous voyez un exemple qui est extrait d'un des outils qu'on utilise. Donc, nous utilisons principalement un outil développé par Demand-Driven Technologies qui s'appelle Replenishment Plus. Et vous voyez sur un article, en l'occurrence ici, l'évolution au fil du temps des zones du buffer et puis du stock et de l'équation de déclenchement sur ce graphe. Donc c'est très visuel, c'est très simple à comprendre et très intuitif de la part des approvisionneurs et des planificateurs. Et on va pouvoir aussi, au travers de cette visibilité, améliorer en permanence le système en ajustant les paramètres. DDMRP, c'est un peu plus complet que ça, c'est-à-dire que le modèle de gestion d'entreprise qui est développé par le Demand-Driven Institute, ce n'est pas seulement une gestion de buffer de stock. La gestion de buffer de stock sur ce graphe-là, c'est ce qui fait partie du petit icône qui est à gauche, là, qui décrit un modèle opératoire, le Demand-Driven Operating Model, qui est en fait le modèle opératoire piloté par les commandes fermes au jour le jour et qui comprend des buffers de stock, des buffers de temps, des buffers de capacité et des points de contrôle pour faire réagir le système industriel ou de distribution à des commandes de ferme. Mais en amont de ce processus-là, il y a tout un processus SNOP avec 2 étages, on va dire, pour gérer les horizons tactiques et stratégiques. Donc, c'est un modèle de pilotage complet d'entreprise qui aligne le modèle opératoire dans l'atelier avec le pilotage stratégique au travers du processus SNOP. Et pour en savoir un peu plus, là, il faut vraiment suivre les formations. Alors, en France, on a commencé à parler de DDMRP fin 2014. Les premiers projets ont été réalisés. Nous, on a démarré les premiers projets en 2014, début 2015. Donc, c'était un peu l'aventure, mais aujourd'hui, ce n'est clairement plus l'aventure. Vous voyez un certain nombre d'entreprises, et là, c'est seulement un assortiment d'entreprises qui sont accompagnées par Agilea. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ici sont en train de mettre en œuvre ou ont mis en œuvre, dont des entreprises très connues sur le marché, de grande renommée comme Michelin, qui vient d'annoncer en l'occurrence un plan de déploiement sur 70 usines sur 2 à 3 ans de la méthodologie. Donc c'était un peu une aventure pour les pionniers il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui ça devient une pratique de plus en plus adoptée et pas seulement par les clients d'Agilea, par aussi un certain nombre de clients qui sont accompagnés par d'autres cabinets sur le marché. Oui, merci Bernard pour ces explications. Donc maintenant qu'on a défini un peu plus clairement ce qu'était la démarche demand-driven, on va voir un peu les prévisions dans tout ça et leur valeur ajoutée dans une telle démarche, notamment en se concentrant sur 3 points, la collaboration, le SNOP et l'adaptation dynamique, des points de découplage. Mehdi, je te laisse commencer peut-être par nous parler de collaboration. Merci Julie et Bernard. Effectivement, un point que Bernard a remonté et que je pense tous ici nous partageons, c'est l'incertitude future. Il n'est plus une prévision, la capacité de se projeter, ce n'est plus finalement la résultante que d'un algorithme mathématique qui va extrapoler le passé.
Et donc, nous, notre idée dans l'établissement des prévisions, c'est de mettre la collaboration au cœur de ce processus. Finalement, on se rend compte que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour parer à l'incertitude, c'est plutôt la mutualisation de l'information, le partage d'informations, plutôt que le travail en silo et l'isolationnisme. Donc, il est un peu fini le temps où il n'y a qu'un prévisionniste en interne qui va faire ses prévisions dans son coin sans jamais travailler avec les équipes du commerce, le marketing. Ce n'est plus finalement voilà, un travail fait par une seule personne. Notre vision est plutôt d'étendre le processus de prévision aux différents acteurs de l'entreprise pour capter l'information pertinente. Donc, pour essayer de donner des exemples très concrets dans l'industrie ou dans différents domaines, l'information pertinente, ça va être peut-être le commercial qui vient de signer un contrat ou qui vient d'être référencé quand on est dans la grande distribution, qui arrive à être référencé ou qui pense être référencé, mettre cette information dans l'outil de prévision pour dire, voilà, à l'horizon année prochaine, on va avoir une forte demande supplémentaire liée au référencement d'un produit. Le marketing qui vient d'analyser un petit peu les effets promotionnels ou éventuellement la publicité de certains produits concurrents. C'est très vrai dans l'agroalimentaire. Mon concurrent va sortir un produit et fait beaucoup de publicité, malheureusement, ça va peut-être avoir un impact de cannibalisation sur mes produits. Donc finalement, l'ouverture aux différents acteurs de la société sur le processus de prévision va permettre d'éclairer cette prévision. Un point qui est important, c'est de bien documenter ces hypothèses. Effectivement, si on décide d'ajuster une prévision en fonction d'impact ou de stratégie, il faut pouvoir dire quelles sont ces stratégies. Et il est vrai qu'on n'est plus non plus dans la valeur absolue d'une prévision. C'est pas parce que c'est 10 que ce sera réellement 10. Bernard l'a très bien dit, les prévisions sont plutôt fausses. Donc la logique aussi est de définir plutôt des seuils d'acceptation de prévision avec une fourchette haute ou une fourchette basse. Alors malheureusement, je vais nuancer ça. Ce n'est pas parce que vous faites de la collaboration que vos prévisions seront nécessairement plus pertinentes, mais c'est à nos yeux un élément nécessaire, mais pas suffisant pour pouvoir voilà, partager en commun une direction de commune de prévision. Si je peux rajouter là-dessus, Mehdi, effectivement, le cœur du processus collaboratif de prévision, c'est de capter de l'intelligence, de la compréhension de ce qui se passe sur le marché et donc de comment ça doit m'inciter à faire évoluer mon modèle opératoire. Et donc c'est peut-être à l'heure du big data et du machine learning, etc. C'est peut-être un peu hérétique ou bizarre de dire ça, mais l'algorithme n'est pas finalement très important. Ce qui est important réellement, c'est de récupérer de l'information, de documenter le pourquoi on part sur telle ou telle hypothèse de fonctionnement et de volume, et de définir des plages. Et jusqu'à présent, on avait du mal à utiliser des plages de fonctionnement dans nos systèmes et dans nos logiques de planification, simplement parce que une logique MRP est basée sur un PDP, sur un MPS, et qu'un MPS est un jeu unique de chiffres. Avec les modèles opératoires de type DDMRP, on a la possibilité de travailler par plage. Et donc, ça donne vraiment tout son sens de savoir faire des prévisions sous forme de plage, mini, maxi, donc de se dire en fonction de mes jeux de données optimistes ou pessimistes, qu'est-ce que ça va donner. Un point important dans le processus de planification, un point critique, c'est le SNOP. Et les prévisions au niveau SNOP sont absolument pertinentes, à condition de les travailler réellement à des niveaux agrégés, parce qu'au niveau SNOP, vous allez travailler sur des familles, et si possible sur des niveaux agrégés qui vont vous permettre de faire un lien avec les points de découplage que vous pouvez mettre en place d'un point de vue de votre système de production et de distribution. Vous allez adapter lors du SNOP les plages de fonctionnement du modèle opératoire des DMRP, donc notamment les dimensionnements de buffer, pour pouvoir faire face aux différents scénarios de demande. Et encore une fois, dans le SNOP, si vous voulez en plus intéresser à votre SNOP, à votre processus SNOP, toutes les parties prenantes, dont la finance, dont les ventes, des jeux de chiffres bruts ne vont intéresser personne, parce qu'en fait, et même tout le monde va sans doute les remettre en cause, ce qui est le plus important pour les processus de décision, c'est quelles sont les hypothèses, quels sont les éléments de réflexion qui sont derrière ces jeux de chiffres.
Autre aspect de l'utilisation des prévisions dans le modèle Demand Driven, bah, c'est de les utiliser pour adapter les buffers. Puisque finalement, vous ne voulez pas déclencher à partir des prévisions des ordres de ReaPro, vous n'avez pas besoin de prévisions justes pour avoir des prévisions justes. Ce dont vous avez besoin, c'est de produits disponibles. Donc en fait, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un processus de réapprovisionnement qui soit piloté par la demande réelle. Et donc, dans un modèle demand driven, on ne va pas utiliser les prévisions pour déclencher des ordres, on va utiliser les prévisions pour adapter les tailles de buffer et faire en sorte que les capacités, on va dire, du modèle opératoire vont être à même de déclencher des réappros sur la base de commandes fermes. Attention à votre processus de prévision, attention à faire en sorte qu'il soit réellement orienté pour prendre des décisions et donc au bon niveau d'agrégation. On rencontre beaucoup trop d'entreprises qui font des prévisions à des niveaux très détaillés, par exemple à un niveau SKU dans un pays. Et souvent, il y a une débauche d'énergie qui est faite à ce niveau de prévision au lieu de travailler au bon niveau d'agrégation. Donc, une recommandation aussi dans la méthodologie des DMRP, c'est de bien travailler au bon niveau d'agrégation pour prendre des décisions et de travailler la pertinence des prévisions. Mehdi, je te laisse la parole. Oui, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Bernard, parce qu'effectivement, c'est un constat qu'on a régulièrement, la granularité de travail, et c'est souvent lié aussi au fait que les personnes faisant des prévisions utilisent des outils maison ou Excel, et donc il manque cette capacité de travailler à des niveaux d'agrégation, de prendre un peu de recul et de ne pas rester le nez dans le guidon. Donc nous, en tant qu'éditeurs, une des promesses de valeur d'un outil comme Colibri, c'est justement cette flexibilité qui va vous permettre de travailler à différents niveaux de détail, d'avoir une vision macro à la famille, sous-famille, pouvoir voir un petit peu où est-ce que ça vous emmène. Mais je pondérerai un petit peu ton propos quand même. Certaines personnes aiment bien sur des produits, des best-sellers, avoir une vision plutôt fine. Donc là, les outils comme Colibri permettent d'avoir une flexibilité, de voir mes best-sellers, mes articles, mes high runners à l'article, à la référence et peut-être au point de localisation si besoin. Mais pour abonder dans ton sens, il faut que l'outil puisse vous aider à travailler de manière efficace, à avoir une prévision qui soit cohérente à un niveau agrégé et aussi la possibilité de voir le détail à des niveaux fins si besoin, notamment pour des produits à forte valeur ajoutée. On a parlé beaucoup également du processus de prévision et de la méthodologie des DMRP. Ce qui est important aussi, c'est une fois que ces méthodes sont mises en place, une fois que ce processus est éprouvé, c'est quand même de mesurer la fiabilité, la pertinence de ce qu'on est en train de faire et de pouvoir identifier d'éventuelles dérives au bon moment. Donc la force d'un outil également comme Colibri, c'est de pouvoir vous permettre de mesurer la fiabilité de ces prévisions qui, comme vous l'avez compris, servent en tant qu'entrée dans le DDMRP pour notamment dimensionner ces buffers. Donc, il faut mesurer la fiabilité de ces prévisions quand même, voir si on est bon et si on ne l'est pas, qu'est-ce que l'on peut faire pour rectifier le tir. Un des points fondamentaux aussi quand on parle de mesurer de la fiabilité de prévision, notre recul en tant qu'éditeur, c'est que beaucoup de personnes nous disent quelle fiabilité je peux atteindre avec des outils comme Colibri. Alors c'est très compliqué de répondre avec une absolue vérité puisque tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est gris. Donc, ce que je vous dirais plutôt comme bonne pratique, c'est d'avoir un outil qui vous permette de mesurer l'information pertinente au niveau que vous voulez. Mesurer une fiabilité à la famille de produits, c'est très bien, ou à l'article, c'est compliqué parce que certains articles sont trop erratiques, des articles de classe C, la prévision, on sait qu'elle est fausse et c'est pas forcément pertinent. Donc, je dirais qu'il faut que l'outil vous permette de mesurer l'information au bon niveau, au niveau que vous souhaitez. Donc, que ce soit à la granularité produit, à l'article pour les high runners, à la famille pour avoir des macros informations, mais également sur le bon horizon de temps. Pouvoir se dire finalement certains aujourd'hui j'ai un portefeuille de 2000 produits, certains produits ont un lead time de plusieurs mois, d'autres seulement plusieurs semaines. On ne va pas mesurer la fiabilité sur le même horizon et il faut que l'outil de prévision puisse vous permettre de s'ajuster à votre besoin. Donc un outil comme Colibri, l'intérêt c'est que finalement avec cette flexibilité hiérarchique et temporelle, on peut mesurer la fiabilité un petit peu à tous les niveaux via des graphiques comme vous le voyez en bas à gauche ou via des dashboards un peu plus dynamiques comme en haut à droite. Merci Mehdi. Donc on va continuer sur le thème des prévisions en vous faisant participer vous l'audience. Donc pour vous, comment faites-vous des prévisions de vente? Est-ce que vous utilisez plutôt
Excel ou un outil maison? Est-ce que vous utilisez un outil du marché? Est-ce que vous ne faites pas encore de prévision? Et est-ce que vous comptez en faire prochainement? Je vais vous laisser quelques instants pour répondre au petit questionnaire et on va avoir les réponses. Voilà, donc tout le monde a répondu. Donc, on voit que les résultats, une majorité d'entre vous utilisent un outil du marché pour faire des prévisions. Apparemment, tout le monde fait déjà des prévisions, ce qui est une excellente nouvelle. Et c'est vrai qu'en général, tous les gens qui utilisent Excel ont aussi parfois des difficultés. Mais dis si tu veux dire quelques mots sur l'importance d'avoir un outil. Donc effectivement, Julie, si tu peux peut-être remettre la slide en quelques mots en synthèse, je pense que donc l'auditoire est plutôt au fait de ce que vous permet de faire un outil de prévision. Donc je vais aller assez vite sur cette slide, mais ce qu'on constate régulièrement, c'est qu'une des raisons qui nous pousse à changer, c'est les limitations liées à Excel ou l'outil maison, qui n'est pas fait finalement pour nous permettre d'avoir la flexibilité que nécessite la mise en place d'un process de DMRP ou des prévisions, donc la flexibilité, travailler à des niveaux macro ou autres. Un des éléments également clés, c'est la volumétrie, donc être capable de gérer de fortes volumétries. Vous êtes industriel, votre catalogue produit ne va que s'étoffer. À un moment donné, va se poser la question de la limitation technique de l'outil et les risques induits quand une seule personne en entreprise maîtrise le fichier Excel qu'on a l'habitude d'utiliser, ce qu'on appelle en gestion, en risk management, le single point of failure. Le risque d'arrêter un processus est fort si la personne qui a cette connaissance se casse la jambe ou démissionne. Malheureusement, on n'est plus en capacité de faire tout pour pouvoir faire différentes hypothèses, travailler au niveau pertinent pour vous, à l'article, la famille de produits, tester des hypothèses, qu'ils soient simples, évidemment. Votre temps est précieux et l'idée, comme l'a dit Bernard, c'est de se focaliser sur les exceptions, de gagner, de travailler, d'être efficace. Et aussi, il faut qu'il soit graphique pour pouvoir vous permettre de voir facilement l'information, voir les différentes hypothèses que l'on fait. Donc voilà, je vais m'arrêter sur l'intérêt d'un outil puisque vous êtes déjà tous au fait de ce type de choses, je pense. Merci Mehdi. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut développer l'agilité avec un modèle demand-driven pour dépendre moins des prévisions, mais tout en gardant en tête le facteur humain, la collaboration prime toujours sur l'algorithme, on en a parlé. Et enfin, plutôt que de chercher la fiabilité, il faut chercher la pertinence des prévisions. Même si la fiabilité, il faut la calculer pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Donc, on arrive à la fin de notre webinar. C'est le moment de poser vos questions si vous en avez. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser la fonction question qui est dans la console en bas de votre écran. Et nous y répondrons. Je crois qu'on a une première question. Le SNOP est un processus de prise de décision. Pour faciliter ce point, il faut proposer des scénarios. Le DDMRP va-t-il impacter les propositions à soumettre et à simuler via un outil Excel? Colibri peut-il y aider? Donc, Bernard, je te laisse peut-être répondre, donner un élément de réponse. Alors, oui. Alors, clairement, un modèle opératoire des DMRP avec des buffers de stock, avec des buffers de temps, des points de contrôle, permet de projeter, en fonction de jeux de prévision, on va pouvoir projeter le fonctionnement du modèle dans le futur. C'est ce que l'on appelle, alors d'une part, on va projeter le fonctionnement du modèle, et puis d'autre part, on va se dire, ben là, je dois adapter mes paramètres de modèle pour faire face, par exemple, à telle ou telle promotion qui arrive ou tel ou tel événement. C'est ce que l'on va appeler dans le jargon des DMRP la partie DDSNOP, qui est en fait le paramétrage du modèle et le suivi de sa performance. Aujourd'hui, on commence à voir arriver des outils sur le marché qui permettent de supporter ce processus-là. Demand Driven Technologies, par exemple, vient d'annoncer et de présenter un module qui s'appelle APM, pour Advanced Planning Module de Replenishment Plus. D'autres éditeurs sur le marché, je pense notamment à Orchestrate ou à Dynasys, proposent des démarches. Donc oui, il est important de pouvoir justement relier le processus SNOP au modèle opératoire qui est défini, qui est décrit par les jeux de buffer et par les mécanismes
qui sont actionnés par les commandes fermes. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Et est-ce que Colibri peut y aider? Je te laisse prendre la parole, Mehdi, sur le sujet. Alors sur la partie effectivement simulation, c'est des choses que vous pouvez faire. En fait, on a la possibilité dans Colibri d'exporter plusieurs versions de prévision validées, puisqu'on a un outil qui se veut assez souple. Donc si l'idée est de se dire je veux avoir en entrée plusieurs hypothèses de prévision pour alimenter mon process SNOP, gardez en tête que finalement dans Colibri, on va pouvoir valider un premier jeu de prévision que l'on va pouvoir exporter, puis finalement revalider un deuxième jeu de prévision pour pouvoir l'exporter également. Donc là-dessus, peut-être qu'il faudra qu'on voit spécifiquement pour répondre à cette question, mais il est possible d'extraire plusieurs jeux de prévision différents qui pourront être en entrée du SNOP, voilà, pour tester différentes hypothèses. Alors, je pense aussi qu'il y a un peu en filigrane dans la question le fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne disposent réellement que d'Excel pour faire leur SNOP et que je dirais, on ressent un besoin aujourd'hui sur le marché d'outils simples, collaboratifs pour supporter ce processus-là. Merci Bernard. Donc on a une deuxième question. Pour lier les buffers de stock aux prévisions, il faut utiliser des simulations dans un outil DRP MRP. Donc est-ce qu'il faut des simulations dans un outil DRP MRP? Bernard, peut-être sur cette question? Alors, c'est dont je parlais juste à l'instant du module APM de Demand Driven Technologies, c'est effectivement la logique, si je comprends bien la question, hein, c'est effectivement la logique, c'est-à-dire qu'on injecte des prévisions sur un horizon de temps, hein, les 6 mois, l'année qui vient par exemple, et on simule, on projette le fonctionnement de buffer par rapport à ces prévisions-là, de manière à pouvoir se dire à tel ou tel moment, je dois changer des paramètres de mon buffer pour prendre en compte des limites capacitaires, pour prendre en compte une montée trop abrupte, un changement de demande trop abrupte dû à un événement anticipé sur le marché, des choses de ce type-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Bernard. J'ai une autre question. Combien de temps faut-il pour implémenter un projet Colibri? Mehdi, je pense que tu es... Oui, donc en fait, l'idée de Colibri, comme je vous l'ai présenté rapidement tout à l'heure, c'est d'aller vite dans l'implémentation, hein, d'avoir une méthodologie agile. Donc aujourd'hui, notre promesse de valeur, c'est de pouvoir mettre en place un Colibri raisonnablement entre 1 mois et demi et 2 mois de délai, en fonction bien sûr de vos disponibilités, voilà, des agendas des personnes. Mais voilà, notre idée, c'est d'aller très vite dans la mise en place parce que le plus tôt vous pouvez utiliser l'outil, le plus tôt vous pouvez tester vos hypothèses. Et cette méthodologie d'implémentation, elle se veut en mode agile dans le sens où en un mot, on a parlé de flexibilité, de niveau de travail. C'est très important quand on fait des prévisions. Quelle hiérarchie je veux prendre? Dans beaucoup d'outils du marché, en fait, ça se passe au travers d'ateliers sur un tableau blanc où on fait des workshops et on voit le résultat finalement que 4 ou 6 mois après. Et on se dit, bah mince, on s'est trompé sur les hypothèses qu'on a prises. Avec notre méthodologie, c'est d'aller très vite dans un chargement initial de la solution, les niveaux hiérarchiques, les données. Et comme ça, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez valider la conception fonctionnelle directement dans l'outil. Et s'il y a des ajustements à faire, on les fait à la volée quasiment. Et ça permet voilà, de gagner du temps, de sécuriser l'outil par rapport à vos besoins. Et donc, voilà, entre 1 mois et demi et 2 mois de projet de mise en place. Merci Mehdi. On a le temps pour une dernière question, je pense. Alors, est-ce que la maturité d'une entreprise doit être forte pour mettre en place une démarche DDMRP? Bernard, je pense que cette question est pour toi. Alors, la réponse est non, pas nécessairement. On a souvent d'ailleurs la question sous une forme un peu différente, c'est est-ce que je dois d'abord maîtriser MRP avant de me lancer dans DDMRP? Et là, la réponse est très clairement non. C'est beaucoup plus simple de mettre en œuvre une méthodologie DDMRP qu'une méthodologie MRP, et c'est beaucoup plus tolérant par exemple, à des problèmes de fiabilité, à des problèmes de variabilité de la demande, etc. Donc, la maturité, non. L'envie,
oui, il faut effectivement bien comprendre la méthodologie et pour ça, je recommande les différents formats de formation qui permettent de comprendre, se l'approprier et constituer une équipe qui va réellement avoir envie de mettre en place et qui va réussir cette mise en place. Là aussi, dans des délais peut-être un petit peu plus longs que ce que Mehdi a décrit pour Colibri, mais on va être sur des projets typiquement de 2 à 3 mois pour mettre en œuvre la méthodologie sur un périmètre déjà significatif. Merci Bernard. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous. À l'écran, vous avez nos contacts. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi quelques événements qui se profilent sur les prochains mois, avec notamment une formation gestion de la demand pour un modèle demand-driven par Demand-Driven Technology, Agilea et Colibri, et une table ronde Colibri qui aura lieu à Paris le 4 juillet prochain, avec des retours d'expérience de deux de nos deux clients Colibri, Siplec et Wirkin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez aussi des documents à télécharger dans la console si vous souhaitez plus d'informations sur les formations Agilea ou sur Colibri. Donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir participé et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Très bonne journée à vous. Au revoir.